Donc ce que je vous propose pour cet entretien, c'est de faire une première partie où on revient sur les idées reçues sur la dette publique. C'est pas forcément nouveau pour pour les abonnés, mais ça fait du bien, ça rafraîchit la mémoire parce que des fois on se souvient que c'est n'importe quoi ce qu'on nous dit sur la dette publique, mais on sait plus trop bien pourquoi. Et donc ça redonner les billes pour contrer ça. Et puis une deuxième partie plus sur les débats plus contemporains vraiment de maintenant sur que faire de cette dette, tous les débats entre hétérodoxes sur l'annulation notamment. Voilà. Donc pour commencer, première idée reçue, celle qu'on entend, enfin voilà, depuis 10 ans, la dette publique serait un fardeau pour les générations futures. C'est même chiffré, 22 000 euros par enfant. Je ne sais pas exactement comment on a calculé ce chiffre d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'on répond à ça? Comment on a calculé ce chiffre? En fait, assez simplement. C'est-à-dire qu'on a pris la dette publique et on l'a divisé par le nombre d'enfants qui naissent chaque année en France. Alors, vous dites 22 000 euros. Souvent, on entend même près de 30 000 euros, plus de 30 000 euros. Donc, effectivement, c'est énorme. Personne n'a envie de laisser 30 000 euros de dette aux enfants qui naissent chaque année. Et donc, ça fait appel un peu au bon sens, à la morale, en fait, qui est souvent un angle pour traiter la dette publique, l'angle moral. Il faut rembourser ses dettes. Il faut se comporter comme un bon père de famille. Et un bon père de famille ne laisse pas 30 000 euros de dette à ses enfants. Alors, ce raisonnement, il est beau, il est simple, il a l'apparence de l'évidence, mais il est faux. Il est faux, il n'y a pas de fardeau pour les générations futures, pour plusieurs raisons. La première, c'est que on ne laisse jamais uniquement un passif, en tout cas pour les administrations publiques, pour l'État, on laisse jamais simplement des dettes, mais on laisse aussi et surtout ce que ces dettes ont permis de financer. Donc on laisse ce qu'on appelle des actifs publics. Et la France en a. Ce sont nos routes, ce sont nos hôpitaux, ce sont nos écoles, ce sont tout ce qu'on a pu construire, tout ce qu'on a pu bâtir avec la dette publique. Et donc si on regarde ce qu'on laisse à nos enfants et qu'on compare le passif, donc les dettes qu'on leur laisse, les dettes des administrations publiques, avec les actifs des administrations publiques, en réalité, on leur laisse plus d'actifs que de passifs. Donc, on leur laisse environ 4 500 euros d'actifs. Alors, c'est pas dit que ce soit toujours comme ça, c'est pas gravé dans le marbre, mais aujourd'hui, il n'y a pas de fardeau laissé pour les générations futures. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que la France, l'État français, s'endette auprès de certaines personnes, à travers des banques, des assurances, qui sont donc détenteurs de titres de dette publique. Et ces titres de dette publique sont détenus par définition par les plus riches des contribuables, vont être aussi, ces titres de dette, ils vont être aussi laissés aux générations futures, hein, pour le dire simplement. Et donc, il y en a qui vont naître en possédant des titres de créance sur la dette publique française. Donc, ils vont en réalité naître avec déjà presque de l'argent dans leur poche, puisque l'État leur devra de l'argent. Et donc, il n'y a pas de fardeau laissé aux générations futures. En réalité, la question de la dette publique, c'est pas entre notre génération et les générations futures que ça se joue, c'est à l'intérieur même de chaque génération. On dit que c'est pas une question intergénérationnelle entre nous et nos enfants. De toute façon, très simplement, on ne peut pas s'endetter vis-à-vis de l'avenir. On ne peut pas nous demander à nos enfants de nous prêter de l'argent alors qu'ils ne sont pas là. C'est une question à l'intérieur même d'une génération. C'est une question intragénérationnelle. Ok. Il y a un élément qu'on peut rajouter, c'est celui de est-ce qu'on va rembourser cette dette? Parce que finalement, les générations futures, ça serait un fardeau parce que ça serait de dire la dette qu'on contracte même maintenant, ça sera à eux de la rembourser, je sais pas, dans 20, 30 ans en fonction de l'échéance à laquelle on souscrit la dette. Et il y a une manière assez simple de voir en quoi c'est fallacieux, c'est que l'État n'est pas un ménage, effectivement. Un ménage, normalement, il doit, en théorie, solder sa dette. Enfin, vous vous endettez pour un bien immobilier sur 30 ans, puis vous soldez votre dette dans le but de transmettre un patrimoine positif à vos enfants. Mais l'État, la différence, c'est que lui n'a pas à rembourser le capital dans 30 ans et solder la dette. En fait, ce qu'il fait, c'est que quand le capital est dû dans les fameux 30 ans, eh ben, il peut se réendetter, ce qu'on appelle faire rouler sa dette. Il réemprunte, par exemple, les 100 milliards qu'il doit, et il les réétale sur 30 ans. Et donc finalement, ça c'est possible parce que l'État il a une durée de vie illimitée contrairement à un ménage. Donc il peut faire rouler sa dette et le vrai coût en fait de l'endettement public, ce sont les charges d'intérêt qu'on paye chaque année. Voilà. Et donc finalement, on voit bien que ces charges
d'intérêt, comme c'est le vrai coût de la dette, c'est ce qu'on paye chaque année, c'est bien la génération actuelle qui, par la fiscalité, vient payer le coût de la dette. Hein, et on voit, en ce sens-là, ça rejoint ce qu'a dit Arthur, c'est bien une question intragénérationnelle, puisque la question, c'est de savoir quelle part de nos recettes publiques, levées sur la totalité de la collectivité, plus ou moins justement, est-ce que l'impôt est proportionnel, va venir payer les détenteurs des titres de la dette publique. Donc, quel transfert on organise entre les créanciers et la population. Et aujourd'hui, la charge de la dette? La charge de la dette, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a tendance à diminuer. On a perdu 15 milliards d'intérêts en moins par rapport à l'année 2011, alors que notre dette publique a augmenté depuis de 30 points de PIB. Donc, vous voyez, l'indicateur, la dette augmente en pourcentage du PIB. On passe de 100% avant crise à là quasiment 120% de dette publique. Et malgré cela, on a notre charge d'intérêt annuelle qui fond. Alors, on va sans doute y revenir plus tard sur les taux très bas qu'on a, mais est-ce que ça c'est parce qu'aujourd'hui les taux, on emprunte à des taux très très bas? Alors c'est ça. C'est-à-dire et même si on avait emprunté il y a quelques années à des taux supérieurs, est-ce que c'est comme avec sa banque, on renégocie à la baisse vraiment? En fait, c'est pas qu'on renégocie, mais c'est que il y a pas mal d'emprunts là qui arrivent à échéance. Ouais. Et donc, au moment de les faire rouler, comme je disais tout à l'heure, on ressouscris, mais on va remplacer un emprunt, par exemple, qui était à 2% qu'on avait contracté dans les années 2000 ou 2005. Et là, on le remplace par exemple, si on remplace par la même somme à 10 ans, aujourd'hui, c'est moins 0,3%. Ouais, c'est vraiment négatif. En fait, voilà, c'est négatif. En fait, l'échéance moyenne de la dette publique, c'est 8 ans. Donc ça veut dire qu'au bout de 8 ans, toute la dette a été remboursée et renouvelée par une autre dette publique. Donc si on continue 8 ans comme ça avec des taux d'intérêt très bas, dans 8 ans, il y aura quasiment plus de charge d'intérêt. Ouais. Voilà, on peut pas savoir comment ça va être, mais en tout cas, ça fait quelques années que c'est comme ça et donc on peut imaginer que dans 5 à 10 ans, si ça continue comme ça, les charges d'intérêt soient très très faibles. Ah oui, d'accord.